Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat pour cette édition spéciale. C'est ce matin que le Conseil des ministres examine le projet de loi permettant de réformer par ordonnance le Code du travail. Première étape législative pour cette réforme phare du quinquennat Macron. Dans quelques instants, nous suivrons en direct le point presse de Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, qui fera, comme tous les mercredis, le compte-rendu du Conseil des ministres et qui dévoilera peut-être un peu plus sur ce que va être ce projet de loi Macron. Et puis, tout au long de cette édition spéciale, nous recueillerons les réactions des sénateurs depuis la salle des conférences du Sénat avec Tam Tranui qui sera avec nous. Et nous serons également en direct de l'Élysée où, comme chaque mercredi, se tient ce Conseil des ministres. On sera en direct avec Michael Zamès dans quelques instants. Et puis, pour nous éclairer sur cette réforme phare du quinquennat Macron et sur la procédure des ordonnances, 4 invités sur ce plateau. Antoine Lioncan, bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Ouest Nanterre et avocat au Conseil. Olivier Roucan, bonjour. Vous êtes politologue. Jean-Louis Gombaud, bonjour. Vous êtes notre chroniqueur économique. Et dans quelques instants, nous rejoindra le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier pour nous éclairer plus particulièrement sur ce qu'est la procédure des ordonnances. Alors messieurs, on va bien sûr parler de cette réforme du Code du travail. Mais avant cela, je vous propose tout de suite d'écouter la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui présente donc son projet de loi ce matin. Elle était ce matin l'invitée de nos confrères d'RTL et elle dévoile ce qu'est pour elle la philosophie de cette réforme. On l'écoute. Cette réforme du Code du travail, je crois que comme les autres réformes qu'on va faire, elle est attendue par les Français. Ils ont donné un signal clair de demande de changement. Et donc, voilà, on veut faire une réforme qui amène plus de dialogue social et économique, qui amène plus de liberté, plus de sécurité. C'est tout ça qui m'intéresse. C'est comment, in fine, le but, si vous voulez, c'est pas de faire une loi pour une loi. C'est quand la loi sera dans les faits, est-ce que les salariés, est-ce que les entreprises, est-ce que les Français vont dire oui, ça a apporté un plus. Voilà, c'est ça notre but. Réformer le Code du travail, ce sont des effets à moyen long terme, parce qu'on change un peu on fait bouger les règles du jeu. Donc, si on commence pas assez vite le long terme, les Français vont se dire mais ça, ils mettent un temps fou. Donc je crois qu'il y avait cette urgence. En revanche, on a pris une méthode qui permet quand même d'assurer à la fois la démocratie sociale et la démocratie politique. La démocratie politique, c'est parce que c'est un projet de loi. Une loi d'habilitation, c'est une loi avec des amendements, des débats au Parlement. C'est pas un chèque en blanc, c'est une loi. Et puis la démocratie sociale, parce que on a choisi, et c'est une forme un peu inédite, d'avoir une concertation extrêmement approfondie, thème par thème, avec chacune des 8 organisations patronales et syndicales, d'où les fameuses 48 réunions. Donc on essaie de combiner les deux et pour l'instant, ça nous apporte beaucoup. Il faut bien comprendre que les effets sur l'emploi, c'est pas une seule chose. Le Code du travail est un sujet pour libérer des énergies, donner des sécurités, qui encourage l'emploi, mais derrière, il y a une réforme de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'assurance chômage, qui, eux, vont aussi beaucoup contribuer. Qui suivent. Mais c'est l'ensemble qui va contribuer à l'emploi. Jean-Louis Gombaud, on vient d'entendre Muriel Pénicaud développer la philosophie de cette réforme. Il faut dire que cette réforme du Code du travail, c'est l'une des réformes phares du quinquennat Macron. Phare, alors c'est amusant parce que dès les premiers mois du quinquennat, il y aura la réforme phare. Donc effectivement, c'est quelque chose d'important. Quand on écoute Mme Pénicaud, Madame la Ministre, bon, vous dites la philosophie, c'est bien un grand mot, si on peut appeler ça de la philosophie, parce que c'est tellement général, c'est tellement global que pratiquement on ne sait pas tellement plus ce qui est. Alors c'est un peu normal, puisqu'elle était 1 heure avant le Conseil des ministres qui va en décider. Donc là, tout ce qu'elle dit, et c'est ce que lui reprochent un peu les partenaires sociaux, c'est-à-dire qu'effectivement, il y en a un que j'ai entendu ce matin de la CGC qui disait « on nous balade ». Et effectivement, il n'y a rien de véritablement concret. Alors, cela dit, effectivement, ça va être une réforme phare parce qu'on sait qu'il y a des sujets absolument fondamentaux qui vont être posés. Il y en a à peu près au moins une dizaine, mais on ne sait pas ce que le gouvernement souhaite mettre à l'intérieur de ces sujets. Par contre, on sait que les syndicats ont exprimé ce qu'on appelle
s'appelle les lignes rouges. Alors, quels sont les thèmes? Quel est le rapport entre la branche et l'entreprise? C'est un thème qu'on débat depuis la loi El Khomri. Qu'est-ce qui va être prédominant et sur quel sujet c'est la branche ou l'entreprise? Ensuite, les modifications sur le licenciement, un certain nombre de thèmes de ce genre. On va revenir sur tous ces détails, sur ce qu'on sait pour le moment de cette réforme, parce qu'Antoine Lyon-Cans, Jean-Louis le disait à l'instant, c'est vrai que c'est encore le flou sur cette réforme. Alors, d'une certaine manière, la procédure qui est suivie explique ce flou et donc ça permet d'entretenir ce flou puisque la loi d'habilitation dont le projet est présenté aujourd'hui au Conseil des ministres, c'est une loi assez générale. Elle donne simplement les grands thèmes sur lesquels les ordonnances interviendront. Et on ne connaît pas tout à fait encore les thèmes, on le saura d'ici 5-10 minutes probablement. Donc la procédure même suivie permet cette sorte d'indétermination. En même temps, les mots d'ordre sous lesquels est menée cette réforme sont des mots d'ordre assez équivoques, ambigus. Libérer les énergies, mais les énergies de qui? C'est libérer les énergies des entrepreneurs, pas des salariés. C'est une réforme du droit du travail pour libérer les énergies des entrepreneurs. C'est assez paradoxal, en tout cas ça mérite explication, et je trouve que pour l'instant c'est peu expliqué. De même, sécuriser, j'ai entendu cette formule dans la bouche de la ministre, ce n'est pas la première à utiliser cette formule, sécuriser qui? Contre quoi? C'est surtout sécuriser les entreprises contre des risques judiciaires. Donc il y a dans les mots utilisés même une sorte d'équivoque entre, disons, indétermination, pour être pour l'instant assez pondéré. Alors avant de revenir sur cette réforme par ordonnance avec Jean-Philippe de Rosier, le constitutionnaliste qui vient de nous rejoindre, bonjour. Un mot avec vous, Olivier Roucan, sur ce flou entretenu, ces détails qu'on ne connaît pas de cette réforme. Est-ce que ce n'est pas politiquement habile de la part d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe d'entretenir le flou? Ça évite la contestation. Il y a quand même un passif, c'est celui de la loi El Khomri. Sur le même thème. C'est-à-dire que quand on évoque l'enjeu de la flexi-sécurité, on parle beaucoup en France de la flexibilité et il faut se rappeler que la coquille vide de la loi précédente, c'était la sécurité des travailleurs, des salariés. À partir d'un enjeu de fond qui traverse la société française depuis longtemps, qui est le problème du chômage, mais aussi le problème de la précarisation du travail. Et on voit, il y a des rapports qui commencent qui ont été rendus notamment sur la situation aux Pays-Bas, qui pratiquent la flexibilité, la flexi-sécurité depuis plus longtemps, et qui indiquent bien que, sur le plan de la sécurité à moyen terme pour les travailleurs, le compte n'y est pas. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation aussi aux Pays-Bas de la précarisation et de la pauvreté d'un certain nombre d'emplois, notamment tout ce qui est autour du travailleur indépendant ou du faux auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire c'est une façon déguisée de déclasser des salariés en auto-entrepreneurs. Donc tous ces enjeux doivent être posés, sans quoi il y aura beaucoup de malentendus, et ce qui s'est passé pour la loi El Khomri pourra se répéter. Donc habileté, attention, parce qu'en voulant être trop habile, on peut créer ensuite des mouvements de rue, évidemment. Alors on va tout de suite prendre la direction de l'Élysée où nous attend Michaël Zamès. Bonjour Michaël, vous êtes donc dans la cour de l'Élysée où se tient actuellement encore ce Conseil des ministres. On l'a dit Michaël, cette loi, cette réforme du travail, c'est une réforme phare du quinquennat Macron et c'est surtout une réforme sur laquelle il veut aller vite. Oui, il veut aller vite. Alors effectivement, pour aller vite, il y a ces ordonnances. Pour faire les ordonnances, il y a une étape obligatoire, c'est évidemment d'avoir un projet de loi d'habilitation. Donc c'est une étape obligatoire, nécessaire, c'est une étape formelle. Aujourd'hui, c'est une première étape, car très vite, il va y avoir des rendez-vous avec les syndicats, pas loin de 48 rendez-vous entre la ministre du Travail, le Premier ministre, tout au long de l'été. Ça va être un long été en perspective pour le ministre, pour la ministre, pour le Premier ministre et pour les syndicats. On promettait, c'est vrai, une sorte de troisième tour social dans la rue. Pour l'instant,
il ne voit pas le jour. Alors c'est vrai que les syndicats maintiennent la pression, c'est évident, mais il règne un certain flou, car pour l'instant, on ne connaît pas véritablement le contenu du texte. Il s'agit de projet de loi d'habilitation. Il sera évidemment ou presque évidemment voté par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Ça sera entre le 24 et le 28 juillet prochain. Ensuite, le projet de loi ira au Conseil d'État pour un examen. Ensuite, adoption définitive aux alentours du 21 septembre lors d'un Conseil des ministres. Et c'est là où on saura exactement ce qu'il y a dans le texte. En attendant, les syndicats maintiennent la pression. Une journée d'action est prévue le 12 septembre prochain. Merci beaucoup, Michael. On vous retrouve tout au long de cette édition spéciale. Alors, Michael nous parlait de ce calendrier. C'est vrai, Jean-Philippe de Rosier, qu'on entend beaucoup parler de ce recours aux ordonnances, de cette procédure des ordonnances depuis quelques semaines. Expliquez-nous concrètement en quoi ça consiste. Oui, on en entend beaucoup parler parce qu'on a l'impression qui n'est pas nécessairement faussée, que le recours aux ordonnances est un moyen de contourner le Parlement et donc serait antidémocratique. En réalité, à y regarder d'un petit peu plus près, et à la condition d'en user sans en abuser, les ordonnances apparaissent moins comme un objet de contournement que comme un objet de soulagement du Parlement. Et pour cela, elles ne sont pas antidémocratiques pour au moins 3 raisons. D'abord, rappelons qu'elles sont autorisées par la Constitution. L'article 38 de notre Constitution prévoit ce mécanisme en l'ensérrant dans un certain nombre de conditions. Il faut une loi d'habilitation. Elles doivent porter la loi d'habilitation doit porter sur un objet précis pour une durée déterminée. Et donc, si elles sont autorisées par une Constitution démocratique, elles ne sont pas en soi antidémocratiques. Ensuite, il y a effectivement toute cette procédure, le projet de loi d'habilitation qui va sortir du Conseil des ministres aujourd'hui, puis les ordonnances, et enfin un deuxième examen par le Parlement avec le projet de loi de ratification de chacune d'entre elles. Et depuis 2008, cette ratification doit être expresse, elle ne peut plus être implicite. Elles ne sont pas non plus antidémocratiques parce que des représentants du peuple vont s'exprimer à l'égard des ordonnances à 3 reprises. Au moment de l'habilitation, le projet de loi va être voté par le Parlement. Au moment de l'édiction, et ça on l'oublie trop souvent parce que c'est le président de la République qui les signe en Conseil des ministres. Or, le président de la République est le représentant direct du peuple. Et là, l'habilitation démocratique est presque d'autant plus forte lorsqu'il s'est engagé dans le cadre de sa campagne à légiférer ainsi sur tel sujet par ordonnance. Donc les électeurs ne sont pas pris au dépourvu, ils le savaient, et donc c'est très clair. Et enfin, 3e reprise, lors de la ratification, c'est à nouveau la représentation nationale qui va s'exprimer et qui pourra, le cas échéant, les modifier si nécessaire. Et donc, pour toutes ces raisons, les ordonnances, tant qu'on les utilise avec parcimonie, effectivement, pour accélérer un processus dans le cadre d'une réforme urgente, permettent de soulager le Parlement, parce que ce sont parfois des objets extrêmement techniques. Alors, ça ne veut pas dire que le Parlement est incompétent, loin de là, mais là, il y a beaucoup de réformes en chantier, il y a la confiance dans la vie publique, sur laquelle va se pencher le Parlement. Donc, pour le soulager et lui permettre de mieux faire son travail dans ce domaine-là, bien, le gouvernement propose d'avancer sur les ordonnances, quitte au Parlement ensuite à revenir sur ce sujet dans le cadre de la ratification. Antoine Lyon-Caen, vous vouliez dire un peu ? Je partage tout à fait l'analyse. C'est pas surprenant ce processus. Donc, en tant que tel, je ne crois pas qu'il y ait à critiquer l'usage parcimonieux des ordonnances. Et pourtant, c'est une procédure qui est mal vue par les parlementaires, ce recours aux ordonnances. Mais il y a un inconvénient quand même, et je vais l'indiquer parce que ça mêle la procédure et puis le fond. C'est que ça ne fait pas apparaître d'idées nouvelles. Au fond, ce que l'on entend des probables futures ordonnances, c'est un recyclage de beaucoup d'idées déjà circulant depuis 10 ans, 15 ans. Je prends un exemple, parce que c'est quelque chose qui va susciter certainement des discussions. La création de ce qu'on appelle une instance unique, c'est-à-dire fondre dans une seule instance, toutes les instances de représentation du personnel dans l'entreprise. Faire apparaître ce que le MEDEF appelait en 2003, puisque déjà il en parlait, un comité de dialogue social unique. C'est une idée qui traîne depuis plus de 20 ans. Alors, quand on va vite comme ça, et qui a commencé à être mise en place pour les petites entreprises. Non, même pas, parce que la délégation unique du personnel, c'est simplement 2 instances. C'est le comité d'entreprise et les délégués du personnel. Mais là, il y a même possibilité, je ne sais pas si ça sera retenu, que les délégués syndicaux soient intégrés dans cette instance. Donc là, ça serait vraiment un seul et même comité de dialogue social.
c'est une vieille idée et la procédure, je reviens puisque la procédure vous préoccupe et nous préoccupe comme citoyens. Cette procédure a cet inconvénient, c'est qu'elle fait remonter à la surface des idées qui ne sont pas vraiment novatrices. Ce projet, pour l'instant, ce que l'on en connaît, c'est plutôt un projet sans innovation. Hein, et c'est ça qui est très surprenant, alors que c'est au nom de l'étendard du sursaut, de la réforme profonde, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait quand même de temps en temps une sorte d'idée un peu ébouriffante. Il faudrait surprendre un peu. Eh bien, ce n'est pas surprenant ce qu'il y a ce qui est annoncé. Vous êtes d'accord, Jean-Louis? Alors, le problème, c'est que l'innovation, ce sera dans le faire. Parce que c'est ça la question surtout. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on peut inventer sur la question du contrat de travail aujourd'hui, après les 20 ans? Alors, vous allez nous le dire. Parce que quand on lit la littérature, oui, parce qu'il y a trop de choses, mais quand on lit la littérature, enfin, il y a vraiment une pagaille d'idées qui foisonnent depuis des années et des années sur la question, par exemple, du contrat de travail, qui est quand même l'aspect absolument majeur du débat que nous allons avoir sur cette affaire. Je pose une question, quand même, sur la démocratie. On peut discuter, parce que quand le Parlement vote la loi d'habilitation, et ensuite, le président de la République, le Conseil des ministres, je ne sais pas exactement les termes, décide que la loi existe. Est-ce qu'ils peuvent publier des décrets d'application et ensuite les parlementaires vont dire « Ok, on est d'accord », mais si la machine est mise en route concrètement, comment les parlementaires pourraient dire « Non, non, il faut revenir en arrière parce qu'en bout du compte, je ne suis pas d'accord sur le texte sur lequel j'avais pourtant donné mon habilitation ». Est-ce que vous comprenez la question? Alors, on va laisser Jean-Philippe de Rosier, le constitutionnaliste, vous répondre, et puis après on regardera le calendrier de ce Oui, oui, je comprends. Votre question est très claire et elle est parfaitement légitime. Le mécanisme des ordonnances, il faut bien comprendre ce que c'est. Lorsque le Parlement habilite le gouvernement à intervenir par ordonnance, il ne lui donne pas une compétence législative, il agrandit temporairement la compétence réglementaire. C'est-à-dire qu'il y a les compétences, du gouvernement et les compétences du Parlement. Les premières sont les compétences réglementaires, les secondes sont les compétences législatives. Elles sont réparties entre les articles 34 et 37 de la Constitution. Chacun doit intervenir dans son propre domaine. Le Parlement, lorsqu'il habilite le gouvernement à intervenir par ordonnance, il dit au gouvernement, pendant un temps déterminé, vous allez, tel domaine qui relève habituellement de ma compétence législative va relever du domaine réglementaire. Cela a une conséquence importante au niveau du régime, c'est que lorsque le gouvernement intervient, déjà, les ordonnances qui sont prises, ce sont des actes réglementaires. Elles peuvent être attaquées devant le Conseil d'État. On peut y faire un recours et pas n'importe quel citoyen, parce qu'il faut bénéficier, d'un intérêt à agir, mais on peut les attaquer directement devant le Conseil d'État. Et pour répondre plus précisément à votre question, effectivement, lorsqu'il y a eu une ordonnance, des décrets d'application peuvent être pris, mais si le législateur décide de revenir sur les ordonnances et que cela remet en cause la légalité du décret, c'est parfaitement possible. Cela remet en cause la légalité du décret. Eh bien, le décret est dépourvu de base légale et à ce moment-là, il tombe de droit. Juste pour qu'on comprenne bien, Jean-Philippe de Rosier, qui sera dans ce projet de loi d'habilitation, c'est un cadre, ce n'est en aucun cas le contenu de la réforme du travail. Tout à fait. Tout à fait. C'est un cadre, c'est sur un objet déterminé, donc la réforme du droit du travail. Je ne connais pas le détail du projet de loi d'habilitation, et une durée probablement de 6 mois, c'est généralement le cas. Alors peut-être que ce sera plus long, mais là, a priori, ce devrait être 6 ou 12 mois à intervenir donc par ordonnance dans ce domaine-là. Mais ensuite, ce n'est pas un blanc-seing, encore une fois, parce qu'il y a un contrôle sur service fait. Et le gouvernement est tenu de déposer le projet de loi de ratification, sinon les ordonnances deviennent caduques. C'est-à-dire qu'elles disparaissent automatiquement de l'ordonnancement juridique au terme d'un autre délai qui est celui dans lequel le gouvernement doit déposer ce projet de loi de ratification. Olivier Roucan. Oui, et puis il y a 2 éléments également. C'est le contrôle de constitutionnalité qui est possible sur la loi d'habilitation et qui peut l'être aussi ensuite sur la ratification. Et la question des amendements. Alors, a priori, évidemment, lorsqu'on habilite à légiférer par ordonnance, c'est pas ensuite pour amender, mais a priori, le Parlement peut se ressaisir du texte. Donc, des libertés existent. Maintenant, il est vrai que c'est envoyé en début de mandat une confiance limitée en la capacité des parlementaires à se prononcer sur des textes dont on dit qu'ils sont phares. Et ça, c'est quand même un problème de fond.
que l'on retrouve à l'envi tout au long de la Ve République. On peut rappeler de la première cohabitation avec les ordonnances majeures sur des textes. Mais là, il y avait eu le barrage du chef de l'État, d'ailleurs, en se fondant François Mitterrand, qui avait refusé de signer, en partie d'ailleurs sur des questions de principes constitutionnels et de caractère de la vie parlementaire démocratique à l'encontre de laquelle l'ancien chef de l'État était attaché. Donc il y a bien quand même un problème là qui est un texte phare. Pourquoi veut-on, j'allais dire, je dirais pas court-circuiter, mais accélérer la procédure législative alors que malgré tout, c'est le début de la législature, l'agenda, l'ordre du jour n'est encore pas tout à fait, j'allais dire... On va y revenir sur cette question, mais avant cela, on va regarder, puisque cette réforme du Code du travail et cette procédure des ordonnances, elle répond à un calendrier très précis que nous détaille Julien Delage. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Agir vite en évitant les débats interminables au Parlement. Pour réformer le Code du travail, il fait donc appel à l'article 38 de la Constitution. Avec les ordonnances, le gouvernement demande au Parlement de renoncer à certaines de ses prérogatives. Première étape, avec le projet de loi d'habilitation présenté ce matin au Conseil des ministres. Le texte précise les sujets et la période de ce recours aux ordonnances. Le gouvernement compte ensuite poursuivre les consultations et les négociations avec les partenaires sociaux. Le projet de loi peut encore être amené à évoluer. Deuxième étape, entre le 24 et le 28 juillet, le texte définitif sera alors présenté au Parlement. Députés et sénateurs ne pourront pas l'amender, ils devront le voter tel quel. Ces ordonnances devront ensuite passer devant le Conseil d'État avant le 28 août. Enfin, dernière étape, le 20 septembre, où le texte doit être adopté de manière définitive en Conseil des ministres. Olivier Roucan, on en parlait juste avant ce sujet. Cette procédure, elle a aussi un intérêt politique. Elle permet à Emmanuel Macron et au gouvernement de ne pas dévoiler toutes les cartes de cette réforme. Pour l'instant, mais pensons malgré tout aux concertations qui se poursuivent et il va bien falloir, donc, si on concerte, abattre des cartes et dialoguer avec les syndicats, sans quoi ils s'empresseront, et un l'a déjà fait, me semble-t-il, d'aller devant l'opinion publique, devant les médias, pour expliquer que la concertation ne sert à rien ou qu'elle est entravée. Donc, ce jeu, j'allais dire... de mise en place des choses où tout ne peut pas être dit dans le détail immédiatement, va devoir cesser. Il va falloir entrer, comme on dit, dans le dur. C'est ce qui se passera, je pense, après la présentation du texte aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le cas. Pour le moment, on ne la voit pas venir, cette contestation syndicale. Antoine Lioncan, Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, disait ce matin dans une interview au journal Le Monde, la concertation sur la réforme du Code du travail va dans le bon sens. Mais moi, je suis très peu critique sur la démarche même. C'est vrai qu'il y a un effort profond, et je pense sincère, pourquoi pas sincère, d'échange d'opinions. Ensuite, le gouvernement arrêtera sa position, c'est-à-dire sur les ordonnances. Le processus lui-même me semble être un processus, disons, de qualité. Je crois que les échanges sont approfondis. Je n'y participe pas et je n'ai fait qu'écouter ce qu'en disent les protagonistes. C'est pas tellement ce point-là qui me préoccupe. C'est, après avoir échangé des opinions sur toutes sortes de sujets, au fond, quel est le message que les ordonnances vont essayer de livrer aux Français et aux parlementaires aussi, mais aux Français, parce que, je le répète, les deux formules pour l'instant utilisées, c'est-à-dire libérer les énergies et sécuriser, ce sont deux formules, à mon avis, qui ne sont pas capables d'éclairer un nouveau chemin. Il faudra être à la fois plus inventif dans le vocabulaire, c'est les fameux éléments de langage qui sont à trouver, et en même temps plus précis sur, à travers les réformes proposées, qu'est-ce qu'on attend. Est-ce que c'est simplement faire plaisir à des organisations internationales qui, depuis plusieurs années, pointaient du doigt la situation française en disant « vous ne réformez pas assez » ? Est-ce que c'est annoncer vraiment des jours meilleurs et à quelle échéance ? Est-ce que c'est aussi, je pense, donner, moi, ce qui me paraît manquer pour l'instant, un message profond sur quelle entreprise veut-on pour demain ? Mais c'est-à-dire que vous pensez que la réforme qui s'annonce à l'heure actuelle, de ce qu'on en connaît, elle ne va pas assez loin ?
Non, je le disais tout à l'heure, je trouve qu'elle est faite plutôt d'un recueil de vieilles solutions avancées depuis des années. Alors, elles étaient avancées même à la fin du siècle dernier, pour certaines, 1999 pour certaines, et ça ne fait pas un projet novateur. Et si le président de la République veut montrer que son projet est vraiment novateur, non seulement par les résultats, mais par les voies qu'il emprunte pour arriver à ces résultats, il doit montrer qu'il y a vraiment une pensée assez radicalement nouvelle sur les rapports de travail, sur l'organisation de l'entreprise. Est-ce qu'il ne faut pas donner plus de pouvoir aux salariés dans les organes sociaux des sociétés commerciales? Voilà une question que lui-même d'ailleurs avait posée comme ministre de l'économie. En répondant oui. Oui, en répondant oui. Oui, mais on n'en entend plus vraiment parler. Vous voyez ? Ça, c'est des questions, à mon avis, qui, sur le long terme, pèseront beaucoup. Ce n'est pas tellement la forfaitisation, pardonnez-moi d'évoquer ce sujet qui est assez technique, mais enfin très important d'un point de vue pratique, la forfaitisation des indemnités dues en cas de licenciement. On va y revenir sur ce sujet, puisque c'est la véritable ligne rouge pour les syndicats. Oui, Jean-Louis, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Antoine Lyon? Il n'est pas assez novateur, ce projet? Alors, écoutez, effectivement, si on reprend votre première intervention, effectivement, tout ce qu'il y a dans le projet, alors on peut, quand on parle par exemple de contrat de chantier, enfin, c'est des choses, même on pourrait prendre, je pense à la loi de 1982 sur les contrats d'usage, les contrats déterminés d'usage, enfin tout ça, tout ce dont nous parle, effectivement, c'est pour ça que je disais, l'innovation, c'est dans le faire, dans le passé, dans le faire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on sait tout ça, on peut inventer d'autres choses, mais en tout cas, la littérature dont j'ai pris connaissance ne me l'indique pas. L'innovation que va faire Macron, c'est que lui, il va faire. Alors effectivement, vous avez tout à fait raison. Pour l'instant, dans le faire, ça reste très confus. La première intervention du président de la République, lorsqu'il a été officiellement président de la République, je crois, premier paragraphe sur ses objectifs, il a dit liberté, libéraliser le travail. Libéraliser le travail. C'est ce qu'il a dit en premier. Par ailleurs, pour répondre un peu, pas pour répondre, pour compléter ce que vous nous avez dit tout à l'heure, pourquoi cette précipitation? Si on regarde les réformes Hartz, par exemple, lorsqu'ils ont en Allemagne avancé sur la libéralisation du marché du travail en Allemagne, on s'aperçoit que pendant près de 2 ans, le taux de chômage a continué d'augmenter. C'est-à-dire qu'il a dû se dire, Macron, parce qu'il connaît tout ça, si je commence à rentrer dans les procédures normales de vote de loi, même s'il a une majorité écrasante qui ne discutera pas, en tout cas pendant un certain temps... Ils peuvent être accélérés quand même. La procédure législative, il ne faut pas non plus penser que ça dure 2 ans. Oui, mais enfin... Avec des groupes tellement compacts et puissants à l'Assemblée nationale, un Sénat qui, sur un certain nombre de choses, est prêt à suivre, là. Je ne vois pas trop quel risque était pris. Il y a quand même une relative incertitude. Et en tout cas, la machine macroéconomique ou macro-sociale, le temps qu'elle se déverrouille, le temps qu'elle se mette en œuvre, ça prend beaucoup de temps. Je veux dire par là que comme le quinquennat est également court, il va se trouver pratiquement, il se dit, je vais avoir une baisse de mon taux de chômage, parce qu'en fait, c'est ça qu'il cherche. C'est pas tellement libérer le travail, c'est faire de l'embauche. C'est également pas exactement la même chose. Eh bien, le taux de chômage va baisser pratiquement en fin de mon mandat. Et donc, à partir de là, je vais me trouver devant un bilan mitigé. Alors, du coup, Olivier Roucan, vous disiez à Jean-Louis, il aurait très bien pu aller vite sans forcément passer par les ordonnances. Alors, pourquoi il a fait ce choix politique ? Non, mais je pense que c'est pour reprendre cette idée d'efficacité, de pragmatisme, ces idées auxquelles le nouveau pouvoir tient et qu'il communique souvent. Donc, il y a bien cette idée que l'ordonnance permet d'accélérer les choses et puis que l'impulsion vient d'en haut, de l'exécutif, puisque c'est ça aussi. Oui. Et je pense que ce que vous dites est tout à fait juste sur cette affaire d'un taux de chômage qui peut augmenter et non pas régresser. Sauf que quand même quelque chose, c'est que là, en matière sociale, le vrai débat historique, c'est avec les organisations syndicales. Ce n'est pas le débat parlementaire. C'est ça la vision que depuis 30 ans, les gouvernements successifs ont donnée. Ils ont dit la priorité, c'est la discussion du gouvernement avec les organisations syndicales et professionnelles. Oui. Et donc, c'est ce qu'il a mis en place.
Et posons-nous la question sans fausse naïveté. Qu'est-ce qu'aurait apporté un débat parlementaire de plus? Bon, ensuite, c'est un débat de valeurs, si vous voulez. Hein. On peut être attaché à la démocratie parlementaire, où elle est dit qu'il faut parlementariser un peu notre 5e République. Il y a déjà et voilà. Mais, oui, je suis très attaché à la démocratie parlementaire et je crois que l'on n'a rien inventé de mieux pour faire de bonnes lois que le Parlement. Sauf que parfois, il y a des priorités politiques et la réforme rapide des ordonnances en est une. On peut la partager ou pas. On peut parfaitement la contester, mais visiblement, une partie des Français la partagent puisqu'ils ont porté au pouvoir quelqu'un qui a clairement annoncé qu'il allait procéder ainsi. Et ils lui ont donné une majorité qui s'inscrivait pleinement dans cette politique-là. Et quand bien même on puisse accélérer le débat parlementaire et la procédure parlementaire, elle n'aurait pas pu être effective à la rentrée, à partir du 1er octobre. Donc le recours aux ordonnances est ici, là, synonyme effectivement d'efficacité, synonyme d'accélération, synonyme de soulagement du Parlement, mais encore une fois, et j'insiste, pas de dépossession. Et je le dis à ce stade, sous toute réserve. Peut-être que demain, il se rendra compte qu'il y a trop de réticence à faire passer la loi sécurité au Parlement, et donc il va faire par ordonnance, et puis après, ce sera la réforme de l'économie, et puis voilà. Et là, effectivement, je reviendrai sur ce plateau, si vous me faites l'honneur de m'inviter, pour contester cela, parce qu'il faut user sans abuser. Les ordonnances, il l'a annoncé, il le fait, il ne l'a annoncé que dans ce domaine-là. Donc, laissez-le. Je vous donne la parole, Olivier Roucan, dans quelques secondes. On voit sur ces images en direct de la cour de l'Élysée la sortie du Conseil des ministres. On a vu il y a quelques minutes Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, quitter l'Élysée. On voit sur ces images Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, en faire de même. Olivier Roucan, est-ce que le fait aussi de passer par les ordonnances, de faire passer cette réforme très vite, ce n'est pas dû au stigmate de la loi El Khomri? Oh, pour sûr, il y a une crainte, même si on voit bien que les organisations syndicales respectent le suffrage universel, son expression, donc elles n'ont pas du tout la même posture en ce début de mandat qu'en fin du mandat précédent. Ensuite, sur les ordonnances, il y a quand même un risque, parce qu'on voit que depuis 2003-2004, il y a une inflation du recours aux ordonnances, mais qui pouvait être acceptée parce que ce sont des textes, comme il a été dit tout à l'heure, assez techniques. Par exemple, sous le quinquennat Hollande, beaucoup de textes relatifs à la simplification, à la modernisation de l'administration. Donc l'enjeu politique n'était pas majeur. Là, on n'est pas du tout dans cette configuration. C'est un enjeu politique phare, majeur, comme vous l'avez dit. Vous le voyez sur ces images, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et Jacqueline Gourault, la ministre des collectivités, en compagnie de Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires, quitter la cour de l'Élysée. On va tout de suite aller dans la salle des conférences du Sénat, retrouver Tam Tranui pour une première réaction sénatoriale. Tam, vous êtes en compagnie du sénateur Jean-Marc Gabouty. Et oui, Jean-Marc Gabouty, sénateur UDI-UC, ancien rapporteur de la fameuse loi El Khomri. Alors Jean-Marc Gabouty, vous venez de prendre connaissance de ces ordonnances. Qu'est-ce que vous en retenez? Écoutez, il n'y a pas de surprise. C'est au niveau du contenu, c'est ce qui était annoncé pendant la campagne électorale par Emmanuel Macron. C'est également ce qui figurait dans le projet de loi d'habilitation soumis au Conseil d'État. Voilà, c'est conforme aux attentes. Ensuite, sur le détail, là c'est le cadre qui est fixé. Sur le détail des mesures, il faut attendre, je dirais, les textes définitifs. Est-ce que vous regrettez que le rôle du Parlement soit cantonné dans le principe des ordonnances seulement à la loi d'habilitation et la loi de ratification, qu'il n'y ait pas la possibilité d'amendement? Alors, il y a possibilité d'amendement, y compris dans le texte d'habilitation que nous allons examiner, mais qui seront des amendements portant sur le cadre dans lequel le gouvernement doit s'inscrire, mais il y aura effectivement des possibilités d'amender ce texte, et c'est déjà prévu pour nous au Sénat dans la deuxième quinzaine du mois de juillet, puisque le texte final doit être voté dans la semaine du 24, examiné la semaine précédente en commission, et à ces deux niveaux, il y a des possibilités d'amender le texte. Donc pour vous, le Parlement n'est pas contourné à travers cette procédure, vous ne le regrettez pas ? C'est une procédure accélérée, c'est pas la meilleure méthode, mais compte tenu du sujet et de l'importance qu'il y a à le mettre en œuvre le plus rapidement possible, je crois que c'est une bonne décision prise par le président de la République et le gouvernement.
Je rappellerai qu'au début des années 80, des lois sociales relativement positives et favorables à l'époque ont été prises par ordonnance, que ce soit sur l'institution des 39 heures, la retraite à 60 ans, ou même d'autres, je dirais, d'autres sujets. C'est-à-dire la pratique des ordonnances n'est pas quelque chose de nouveau. Et il faut que ça permette au Parlement de réfléchir avec les systèmes de navettes, d'amendements, que tout le processus législatif habituel est un processus qui est trop long. Donc, si on veut moins d'ordonnances, il va falloir qu'on réforme le processus législatif entre les deux chambres. Est-ce que ce qui se prépare pour vous, c'est une loi El Khomri puissance 10? C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron lors de sa campagne. Et puis maintenant, on voit tout de même toute cette concertation avec les syndicats. D'ailleurs, certains syndicats trouvent cette concertation satisfaisante. Bon, je ne veux pas utiliser de chiffres, c'est pas puissance 10. Simplement, pour l'essentiel, ça reste dans l'esprit de la loi El Khomri, mais en recherchant plus d'efficacité, que des mesures soient vraiment opérationnelles, parce que dans la loi El Khomri, il y avait un certain nombre de mesures qui étaient peut-être des bonnes intentions, ou d'autres qui avaient été introduites à l'Assemblée nationale qui n'étaient pas forcément très opportunes, mais ça restait quelque chose de lourd. Des accords d'entreprise qui étaient avancés sur le principe, mais les modalités faisaient que c'était pas un encouragement forcément aux accords d'entreprise, notamment dans les PME et les TPE. Donc je crois que là, il faut que le gouvernement introduise de la clarté, de la simplification, le raccourcissement de délai, ce qui est prévu, et que ce soit quelque chose qui soit visible, ce qui n'empêche pas une concertation avec les organisations syndicales et patronales qui permettront peut-être d'améliorer ou d'infléchir la position du gouvernement sur tel ou tel point. Merci beaucoup Jean-Marc Gabouty d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam, et on vous retrouve dans quelques minutes pour d'autres réactions. On entendait à l'instant le sénateur Jean-Marc Gabouty, Jean-Philippe de Rosier. Il n'y a pas de problème à recourir aux ordonnances, ça n'empêche pas les amendements, et puis finalement ça évite une durée trop longue des débats parlementaires. Oui, en effet, et d'ailleurs la réforme de la procédure parlementaire est également un des points du programme d'En Marche défendu par Emmanuel Macron, parce qu'il est vrai qu'il y a certains dysfonctionnements qui méritent au moins la réflexion avant de revenir là-dessus. Bon, vous avez choisi un parlementaire qui le soutient. On en aura d'autres. Si vous interrogez Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas sûr qu'il soit véritablement du même avis. Mais voilà, encore une fois, il y a eu de la pédagogie, ça a été annoncé, et on n'a pas un président de la République qui veut absolument contourner systématiquement le Parlement. Il a été lui-même porteur d'une loi qui porte son nom et dans laquelle il s'est démarqué comme un ministre qui faisait particulièrement de la pédagogie au sein du Parlement. Je ne pense pas que le fait qu'il accède à la magistrature suprême ait fondamentalement changé sa personnalité. Sans doute lui fait-elle changer sa perception des choses, déjà parce qu'il a plus d'expérience et puis on ne voit pas les choses de la même manière lorsque l'on est à l'Élysée que lorsque l'on est à Bercy. Mais je crois qu'il a tout de même de la considération pour le Parlement. Et celle-ci va demeurer. Comme on le disait tout à l'heure en off, en gros, une loi d'habilitation, ça va. 3, bonjour les dégâts. Donc là, il en fait une. Je ne pense pas qu'il va y recourir systématiquement. On attend, vous le voyez sur ces images dans quelques minutes, le point presse de Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, qui viendra donc faire le compte-rendu du Conseil des ministres. Conseil des ministres qui s'est terminé il y a quelques minutes. On va tout de suite retourner dans la salle des conférences du Sénat pour une autre réaction d'une sénatrice, cette fois. C'est la sénatrice Les Républicains du Val-de-Marne, Catherine Procaccia. Oui, Catherine Procaccia, que pensez-vous déjà de la méthode, les ordonnances pour cette nouvelle réforme du Code du travail? Est-ce que le Parlement est contourné? Non, le Parlement n'est pas contourné. Ce n'est pas le premier gouvernement qui utilise des ordonnances. Le précédent gouvernement l'a utilisé à plusieurs reprises. C'est aussi une méthode qu'un certain nombre de candidats préconisaient pour aller vite. Donc on sait bien que le système parlementaire français avec 2 lectures, parfois 3 dans les chambres, est un peu long. Et si le gouvernement veut agir, il a intérêt à utiliser d'autres méthodes. Simplement, est-ce que les ordonnances sont complètement adaptées aux
au droit du travail qui est si compliqué, si complexe. Et après la loi El Khomri qui a suscité un tel troisième tour social. Et surtout avec le fait qu'il devait avoir une commission qui allait réfléchir sur le droit du travail, qui allait faire des propositions. Cette commission, elle est partie, elle a disparu dans la nature entre le président Hollande et le président Macron. Et c'est un petit peu gênant parce que le droit du travail ne se manipule pas comme ça. Et pour me souvenir de la loi de 2007 sur la recodification du Code du travail, qui était issue d'un travail de près de 2 ans d'une commission, alors qu'il a posé quand même plein de problèmes. Moi, je crains... Vous avez donc des regrets tout de même sur cette méthode? J'ai des regrets, mais je comprends l'objectif. Après ça, j'ai juste parcouru à toute vitesse les ordonnances. Les ordonnances à l'instant. Elles semblent quand même pas aussi floues que je le craignais. Elles doivent l'être dans un certain nombre de textes, de points. Elles sont conformes à ce qu'on avait annoncé plus tôt sur les accords de branche, la fusion des instances représentatives du personnel, le barème. Heureusement qu'elles sont à peu près conformes. J'ai même vu qu'il y avait quelque chose sur les travailleurs transfrontaliers. C'est très large en tout cas. C'est très large et très dense. Ça ne se lit pas immédiatement comme ça. Et comme c'est effectivement un texte très large, savoir ce que chacun des articles recouvre en réalité ou pourra recouvrer derrière dans les ordonnances, eh bien, à mon avis, il y aura un gap. Est-ce que vous savez si vous seriez susceptible de les voter si elles apportent bien plus de flexibilité à l'entreprise? C'est leur objectif. Oui, je pourrais les voter. Flexibilité, mais en même temps, maintenir quand même un minimum de protection pour le salarié. D'accord. Est-ce qu'avec ce que vous en voyez pour l'instant, vous pensez que c'est possible? Avec ce que j'ai vu, je ne peux pas vous le dire. Il faut le creuser et surtout, on va attendre l'audition de la ministre, pouvoir lui poser des questions très précises sur chacun des points. Que veut-elle faire avant qu'on vote ou pas la loi d'habilitation? Mais sur le fond, il y a un certain nombre de mesures qui avaient été annoncées sur lesquelles nous étions d'accord, et d'ailleurs des mesures qui avaient été proposées ici au Sénat et qui avaient été refusées. Donc on peut être d'accord. Après, il faudra surtout voir quelles sont les ordonnances, le dépôt de ces ordonnances, et est-ce que lorsque le projet sera déposé, est-ce qu'on pourra en discuter? Et c'est là le point le plus important. Merci beaucoup Catherine Procaccia d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette réaction. Alors, Jean-Philippe de Rosier, on entendait Catherine Procaccia, certes ne pas s'opposer à cette réforme par ordonnance, mais poser quand même la question, est-ce que les ordonnances sont vraiment adaptées au droit du travail qui est si complexe? Ça, si vous me permettez, je vais laisser mon collègue répondre, qui connaît bien mieux le droit du travail que moi, mais j'indiquerai simplement que précisément parce que c'est extrêmement complexe, on veut associer les services administratifs des ministères à véritablement l'élaboration. Alors, ils sont toujours associés lorsque l'on élabore les projets de loi également, mais sauf que comme là, on veut aller vite, encore une fois, on procède par ordonnance et c'est pas la première fois qu'on utilise des ordonnances pour faire des réformes. La sécurité sociale. Tout à fait. Et des codifications ont eu lieu par ordonnance, des transpositions du droit de l'Union européenne ont lieu par ordonnance. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est extrêmement complexe et donc ça permet d'avoir une bonne base qui est déjà mise en vigueur. Dès qu'elle est publiée, elle produit ses premiers effets et éventuellement on peut en corriger le tir au moment de la ratification. Tout à l'heure, le sénateur précédent disait que on pourra amender. Oui, on peut amender seulement les ordonnances elles-mêmes au stade de la ratification, parce qu'effectivement, au niveau de l'habilitation, les parlementaires eux-mêmes ne peuvent pas véritablement amender, puisqu'il s'agit simplement de dire que le gouvernement est autorisé à intervenir dans tel domaine pendant telle durée, et cela est nécessairement une initiative gouvernementale. C'est-à-dire que le Parlement ne peut pas décider de se déposséder, il faut que le gouvernement lui demande une transmission de compétences pendant cette durée déterminée. C'est la Constitution qui le dit, cela ne peut venir que d'un projet de loi, et donc par voie de conséquence, les amendements parlementaires ne sont pas recevables. Antoine Lioncan, pour répondre du coup à la question que posait Catherine Procaccia, pour vous, il n'y a pas de problème à passer par ordonnance, y compris sur le droit du travail, qui, il est vrai, est une question complexe. Le droit du travail et les ordonnances, c'est un vieux couple. Il y a un exemple évidemment fâcheux pour l'actuel gouvernement, c'est les ordonnances
du gouvernement de Villepin qui avait institué le contrat nouvelle embauche. Le Conseil d'État a été d'ailleurs saisi dans la phase où l'ordonnance était encore de nature réglementaire, c'est-à-dire avant qu'elle soit ratifiée par le Parlement. Le Conseil d'État avait estimé qu'elle respectait la légalité. Ensuite, la loi de ratification est intervenue et la Cour de cassation, saisie d'un procès individuel, a estimé que la loi était contraire à une convention internationale de l'OIT. Et donc, l'ordonnance devenue loi a été à peu près annulée. Donc, c'est un précédent, je pense, qui est médité, peut-être pas par le Premier ministre, mais en tout cas par les services des ministères qui connaissent cette histoire. Donc, c'est là que je pense qu'il ne faut pas jouer au faux naïf. Le recours à une ordonnance n'exclut pas des contrôles et même des sanctions lorsque ces ordonnances comportent des éléments d'illégalité ou même, j'emploie le grand mot, d'inconventionnalité, c'est-à-dire de contrariété aux conventions internationales. Alors maintenant, sur le fond, le droit du travail, je le disais, a des liens avec les ordonnances. Pourquoi ? Parce que il faut vraiment un travail d'écriture technique assez compliqué. Si vous voulez que je vous donne des exemples, je vous les donnerai volontiers, mais même les fameux plafonnements, je prends cet exemple, des indemnités. On ne peut pas plafonner l'indemnisation lorsqu'il en va d'une violation d'une liberté fondamentale. Donc il faut déjà prévoir une exception. Mais il faut la rédiger, cette exception. La veut-on large ou la veut-on étroite ? Vise-t-on le harcèlement ? Vise-t-on la discrimination ? Vise-t-on la grève ? Oui, ça demande un travail d'élaboration assez soigné. Bien sûr, un débat parlementaire n'est jamais mauvais ensuite sur un texte comme ça, mais il faut préparer ce texte. Et je pense même que sur ce point, le gouvernement serait très bien inspiré, si jamais il retient cette solution de plafonnement, de dire qu'on peut toujours aller au-delà du plafond lorsque c'est spécialement justifié et laisser au juge le soin dans des circonstances particulières. Il y a des problèmes de constitutionnalité d'un texte comme ça. Je n'entre pas dans le détail, mais lorsqu'on plafonne des indemnités de quelqu'un qui a subi un préjudice en raison d'une faute, et le préjudice, ce n'est pas le préjudice dû à n'importe quoi, à une faute de l'employeur, il faut que la loi donne une bonne raison de limiter l'indemnisation. Jean-Louis ? Alors, vous insistez beaucoup, à juste titre, sur les difficultés techniques, les problèmes juridiques qui sont compliqués. J'ajouterai les problèmes sociaux, dont on pourrait parler longuement, et même à l'intérieur même des gens qui négocient, qui discutent, qui sont consultés, peu importe le mot, il y a des différences importantes. Je ne parle pas de la différence entre les patrons et les syndicats de salariés, mais à l'intérieur même du corps patronal. Par exemple, vous prenez, il y a le gros débat, c'est qu'est-ce qui doit primer. L'un des gros débats, c'est la branche ou l'entreprise. Mais les patrons, entre les PME et les grosses boîtes, mais ils ne sont absolument pas d'accord là-dessus. Les grosses boîtes, elles aimeraient plutôt dire, bon, on va négocier ça dans l'entreprise, la branche ne nous intéresse pas, eux-mêmes, on va peut-être faire des référendums à l'intérieur, on va négocier avec nos propres syndicats présents sur une nouvelle convention d'entreprise, etc. Mais les PME, les moins de 50, elles préfèrent recourir à la branche. Donc vous allez faire une loi qui, d'un côté, dit oui aux revendications qui peuvent être justifiées, c'est pas ça la question, des grandes entreprises, mais qui laissent démunies les petites entreprises qui n'ont pas de syndicats, qui n'ont pas de DRH, qui ne savent pas comment on aborde ce genre de questions techniques extrêmement compliquées. Donc en réalité, on se trouve devant un maquis de problèmes qui sont encore plus compliqués qu'on ne le croit au premier abord. On va peut-être en savoir un petit peu plus, puisque Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, vient tout juste d'arriver au pupitre. Il va tenir son point presse hebdomadaire, le compte-rendu du Conseil des ministres. On l'écoute en direct. Ça passe de une demi-seconde à une minute. Si le porte-parole était aussi imprécis, ça irait mal pour lui. On essaie de progresser. Moi aussi. Ça dépend de leur rythme technologique que vous utilisez.
ne jamais se connecter quand on a besoin. Qui serait bienvenu dans cette salle. Un Wi-Fi efficace. Très très bien. Parce que là, il ne veut pas se connecter, par exemple. Voilà. Faux départ pour Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, qui devrait commencer son point presse dans quelques minutes. On parlait, Olivier Roucan, à l'instant, des différences qu'il existe entre les patrons, les différentes organisations patronales. On va peut-être voir Christophe Castaner, si le deuxième départ est le bon, on va peut-être attendre qu'il prenne la parole. Est-ce que aussi la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est de trouver un équilibre entre le patronat et les syndicats, de ne pas se faire accuser de faire une loi MEDEF, comme on lui reproche, et en même temps de ne pas donner trop de gages aux syndicats? Je ne crois pas, si vous voulez, on l'a dit tout à l'heure, que le problème qui s'est posé avec la loi El Khomri, c'est-à-dire rassurer les travailleurs, les salariés, voire plus largement, disparaissent comme ceci, parce qu'il y a eu une élection. C'est-à-dire ça reste au cœur des préoccupations des Français, le chômage, la précarisation. Donc il y a vraiment cet enjeu de fond et lorsque la technique s'empare trop de la loi et du politique, le travail de pédagogie ne se fait plus. Et moi, bon, les ordonnances sont là, c'est un fait, c'est tout à fait constitutionnel, démocratique, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais l'enjeu sur un texte qui est aussi fondamental et qui a posé problème il y a quelques mois, et des problèmes importants malgré tout, c'est la pédagogie de ce qu'il y aura dans ce texte. Et en procédant de façon verticale et descendante, c'est moins. Il semblerait, Olivier Roucan, que cette fois ce soit le bon départ. Christophe Castaner, on va l'écouter en direct. Par deux fois, et évidemment, cette salle et le point presse du porte-parole du gouvernement doit être dans cette exemplarité nécessaire. Je vous rappelle que l'aménagement n'est pas un droit, c'est un principe, l'aménagement, pour faire en sorte que l'espace extérieur, la société, s'adapte à une personne qui soit en situation de handicap et que ce ne soit pas elle qui doive subir à la fois son handicap, mais aussi le non-aménagement et la non-responsabilité publique. Et donc évidemment, ici, dans ce lieu lié à la présidence de la République, il était nécessaire que nous puissions répondre. Et donc je voulais remercier les services. Ce matin, on avait un Conseil des ministres avec différents sujets sur lesquels je reviendrai et sur lesquels vous aurez l'occasion de revenir peut-être tout à l'heure dans d'autres lieux avec d'autres ministres. Juste vous dire que le président de la République a rappelé le contexte institutionnel qui est le nôtre en ce moment pour le gouvernement, avec un paysage institutionnel politique qui se structure à l'Assemblée nationale après l'élection il y a 15 jours. Un certain nombre de moments importants ont été programmés, avec notamment hier l'élection du président de l'Assemblée nationale, et le président de la République a eu l'occasion de le féliciter à travers nous et aura l'occasion de le faire en direct parce que vous le savez, il le recevra cet après-midi. Il a rappelé du coup au ministre la nécessité de travailler en confiance avec l'ensemble du Parlement, à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat, mais aussi avec la majorité et l'opposition, en disant, je le cite, qu'on gagnait toujours beaucoup de temps pour faire avancer sur le fond les dossiers quand on savait accorder cette confiance. Cette confiance dans ce contexte politique particulier que vous connaissez, dans une forme de radicalisation de certaines expressions, et certains d'ailleurs pourront penser que l'Assemblée nationale est l'occasion quelquefois d'accentuer cette radicalisation. Chacun prendra sa responsabilité, mais de rappeler à chacun des ministres à la fois la façon de faire en travaillant avec chacune et chacun, la façon d'être aussi en incarnant la dignité de la fonction, parce que quand on est ministre, il est nécessaire aussi d'assumer cette forme d'incarnation et que du coup, il nous fallait porter la dignité de nos fonctions et que cela n'empêchait pas d'interroger nos usages, d'interroger nos institutions, mais d'assumer quand même dans tous les cas cette dignité. Le président de la République a rappelé avec le Premier ministre les grands textes, mais j'y reviendrai parce que j'ai eu l'occasion de faire une communication sur ce sujet, les grands textes qui vont rythmer la session extraordinaire qui a été convoquée par décret, du moins le décret a été signé ce matin et qui a été convoqué pour la semaine prochaine, mais vous le savez, il n'y a pas là de sujet particulier. Et donc il a rappelé quelques règles du jeu en disant qu'il était nécessaire pour chacune et chacun de travailler, je vous l'ai dit, avec le Parlement.
Il a insisté aussi sur le fait qu'il était essentiel, quand il était ministre, de ne jamais s'affranchir du réel. Et on a pu échanger sur cette difficulté, justement, en étant confronté au réel, à continuer à vouloir porter l'esprit de transformation, l'esprit de changement, l'esprit sur lequel les Français ont eu l'occasion d'exprimer, je dirais, par 4 fois, mais au moins par 2 fois sur 2 rendez-vous législatifs et politiques forts, la volonté de changement, mais sans jamais s'affranchir du réel. Il a rappelé qu'aux côtés du Premier ministre et sous son autorité, il nous invitait à ne jamais céder aux faiblesses de l'esprit ou à fuir le réel. Le Premier ministre a pu rebondir sur ses propos en évoquant les tensions que connaît notre société, les tensions que nous connaîtrons aussi dans le fonctionnement du Parlement. Et il a pu dire à chacune et chacun que sous sa responsabilité, ils auront l'occasion d'être confrontés justement au réel, à la réalité, et que nous avions cette responsabilité pour avancer. Nous avons ensuite abordé un projet de loi autorisant la ratification d'une convention de l'OIT relative à la sécurité et à la santé dans l'agriculture. C'est le ministre de l'Europe et des Affaires internationales, mais aussi le ministre de l'Agriculture qui ont eu l'occasion d'illustrer cette ratification. Il faut savoir que le secteur de l'agriculture est l'un des secteurs les plus dangereux dans le monde du travail et que l'OIT estime à près de 170 000 le nombre d'agriculteurs qui sont tués chaque année dans le monde dans le cadre de leurs conditions de travail. Et donc il est important que nous approuvions cette convention et les recommandations qui tentent de mettre en place un système de prévention des accidents et des atteintes à la santé liées au travail en éliminant ou en réduisant de façon quasi systématique les risques qui sont connus dans le milieu agricole. Nous avons travaillé sur un projet de loi ratifiant une ordonnance relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire. En gros, il s'agit d'un régime de retraite supplémentaire en unité de rente. C'est un dispositif assez étroit par rapport aux retraites complémentaires qui existent, étroit en volume, mais sur lequel il fallait, là encore, simplifier. Le ministre de l'économie a eu l'occasion d'insister sur la nécessité, notamment sur ces sujets, de ne jamais transposer les directives européennes en les surinterprétant ou en les surtransposant. J'ai eu l'occasion, dans un précédent compte-rendu, de vous rappeler l'importance justement de ne pas en rajouter quand on pouvait faire simple. Le président de la République a rappelé que ce texte était aussi important parce qu'il était bon aussi pour le financement direct de notre économie réelle. Nous avons travaillé sur le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social. Vous savez l'importance de ce texte. Vous savez que la réforme du Code du travail et la procédure par ordonnance font partie des engagements pris par Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle et aussi validés à 2 reprises par le suffrage des Français. Le gouvernement souhaite entreprendre cette réforme parce qu'il estime que notre Code du travail aujourd'hui, tel qu'il est, ne correspond plus aux réalités de la vie économique d'aujourd'hui. Il freine le développement des entreprises et la création d'emplois. Il protège mal les salariés. Il limite le dialogue social et donc il y a cette volonté de le moderniser. Je voudrais rappeler la méthode, mais la ministre le fera mieux que moi cet après-midi. Il s'agit d'une réforme qui est concertée avec l'ensemble des partenaires sociaux. Ce projet de loi sur lequel nous nous sommes prononcés ce matin fixe simplement les thèmes de discussion, sachant que leur contenu sera défini par la concertation avec les partenaires sociaux et traduit par des ordonnances qui auront vocation à être publiées avant la fin de l'été. Évidemment, ce projet de loi sera examiné par le Parlement en 2 fois, comme le veut la procédure concernant les ordonnances. Enfin, cette réforme du droit du travail est l'un des éléments du programme du travail que s'est donné le gouvernement. Il est important de ne pas traiter seulement la question de notre volonté d'aller vers cet objectif d'un niveau de chômage à 7% à la fin de la mandature, et donc vers un plein emploi si on a un bon turnover pour les chômeurs qui sont concernés, mais qu'il faut du coup utiliser tous les leviers. Ce sujet sur lequel nous avons travaillé ce matin et sur lequel nous allons travailler dans les semaines qui viennent est un des éléments, mais il y en a d'autres qui visent à rénover notre modèle social et qui forment un tout. Je pense à la baisse des cotisations sociales pour accroître le pouvoir d'achat des salariés, à l'ouverture de l'assurance chômage aux démissionnaires et aux indépendants, c'est l'universalité du droit à indemnité chômage, au renforcement de la formation professionnelle, à la refonte de l'apprentissage ou la rénovation de notre système de retraite. La ministre
ministre vous recevra cet après-midi et vous me permettrez sur ce sujet de ne pas être plus bavard dans la présentation du texte. Vous aurez l'occasion d'échanger avec elle et à la fois par courtoisie, mais surtout par compétence. Je vous laisse le soin de consacrer l'essentiel de vos questionnements à la ministre en charge de ce sujet. Mais je souhaite insister sur le fait que le Premier ministre a rappelé l'importance de cette réforme, sur l'urgence de se battre sur le chantier de la lutte contre le chômage. Et il a évoqué le contexte politique, institutionnel dans lequel nous sommes. Il a tenu à rappeler qu'au fond, ce texte avait une légitimité politique. La légitimité politique liée à l'élection d'Emmanuel Macron sur un programme clair et la légitimité politique aussi liée à l'élection d'une majorité à l'Assemblée nationale. Il a rappelé que nous avions un process d'élaboration qui était solide et une méthode qui était claire et qui était approuvée, discutée, contestée, notamment par les partenaires sociaux. C'est le principe même de la discussion, de la négociation, mais qu'il était important que nous puissions poursuivre avec ce même process, un process fait d'échanges, de dialogue, de travail en profondeur, de transparence, de vérité avec les partenaires sociaux, mais évidemment, à un moment donné, de constater s'il y a des accords, comme de constater s'il y a des désaccords. Et puis, il a évoqué aussi le contexte particulier dans lequel nous risquons de nous trouver à l'Assemblée nationale, où certains pensent que la bataille parlementaire est une façon de rattraper ce que les élections n'ont pas accordé, mais il a eu l'occasion d'évoquer cela. Nous avons travaillé sur une ordonnance relative aux règles de conservation, de sélection et d'étude du patrimoine archéologique mobilier. Pour faire simple, cette ordonnance vise à conforter les méthodes de travail de nos archéologues et de garantir la bonne conservation des biens archéologiques, tant pour les besoins de la recherche scientifique, mais aussi pour la culture et la présentation au public le plus large. Nous avons eu un décret relatif aux attributions du ministre de l'Économie et des Finances. Pour faire simple, ce décret vise seulement à actualiser la dénomination de ce ministère dans l'ensemble des décrets d'attribution. Voilà, Christophe Castaner, on va le laisser poursuivre ce compte-rendu du Conseil des ministres, puisqu'il a évoqué le sujet qui nous intéresse, à savoir ces ordonnances, ce projet de loi d'habilitation pour la réforme du travail qui a été dévoilé ce matin en Conseil des ministres, examiné en Conseil des ministres. Il a rappelé, Jean-Louis, même s'il a été bref sur le sujet, puisqu'on rappelle que la ministre du Travail fait une conférence de presse cet après-midi, eh bien, il a quand même rappelé l'importance de ce texte pour Emmanuel Macron. Oui, alors c'est un porte-parole qui est peu disert, en tout cas sur la question qui nous intéressait ce matin. Et je comprends tout à fait d'ailleurs qu'il ait dit qu'il ait passé le relais à la ministre du Travail, parce que les questions, comme on a débattu tout à l'heure, vont être quand même une bonne partie technique, et c'est peut-être, d'ailleurs il a dit, il y a un problème de compétences. Je crois qu'il a insisté sur quelque chose d'important, il est revenu à plusieurs fois sur le principe de réalité. Il a dit le code du travail n'est pas adapté à la réalité. C'était l'argument évidemment qui avait été employé par M. Valls et Mme El Khomri, mais en s'attaquant simplement à un aspect de cette réalité. Donc si on veut adapter le code du travail à la réalité, le principe de réalité, il y a du boulot. Il y a du travail, si je puis dire. Il y a vraiment beaucoup à faire. Et donc là-dessus, évidemment, on l'attendait au tournant et malheureusement, il n'a pas voulu le prendre. C'est vrai que c'est une phrase importante. C'est vrai qu'il n'en a pas dit beaucoup non plus, Christophe Castaner, mais le Code du travail ne correspond plus aux réalités, a-t-il dit Antoine Lioncan. Il a dit aussi qu'il protège mal les salariés, il ne laisse pas assez de place au dialogue social. Oui, alors... Et freine l'emploi. Il y a les 4 items, toujours. Ils viennent toujours en même temps, comme il y avait une sorte d'effet répétitif. Inadapté aux réalités, frein à la croissance et à l'emploi, protection insuffisante et limite au dialogue social. Cet ensemble n'ouvre absolument aucun éclairage précis sur ce que l'on entend faire. Donc on reste là encore dans le fond. Non, c'est des phrases rituelles. Je veux dire, je ne connais pas un gouvernement qui n'ait pas à un moment dit ça. Je ne connais pas un dirigeant de grandes organisations professionnelles qui n'ait pas à un moment dit ça. Donc, ça ne veut pas dire, en disant ça, ce qu'est la véritable philosophie de ce qui va être présenté. Ce sont des objectifs qu'un gouvernement a raison de s'assigner. Je veux dire, s'il ne disait pas ça, on se dirait que c'est un gouvernement qui n'est pas responsable. Maintenant, ça ne dit pas quelle est la philosophie politique et sociale de ce qu'il va présenter. Parce qu'il y a 36 moyens d'arriver à ça.
Et encore, je ne parle pas, ce n'est pas vraiment des moyens. On peut, avec ces 4 items, présenter des choses extrêmement différentes. On pourrait dire, par exemple, on abolit le contrat de travail. Dorénavant, tout le monde est considéré comme un indépendant. Hein, on pourrait dire ça. Au moins, on verrait une sorte de grouillement de personnes qui sont employées une journée ici, 2 jours là. Bon, la précarité générale comme vision du marché du travail. On peut le mettre. Je sais bien que ce n'est pas l'intention du gouvernement. C'est pour montrer que derrière ces 4 mots ou ces 4 formules, on peut avoir des philosophies politiques et sociales très différentes. On va continuer à analyser ce point de presse de Christophe Castaner, mais on va faire un dernier détour par la salle des conférences du Sénat. Retrouver Tam Tranmy. Tam, vous êtes en compagnie du sénateur socialiste Jérôme Durain. Oui, Jérôme Durain. Est-ce que Emmanuel Macron a la légitimité pour réformer le Code du travail par ordonnance, la légitimité politique? C'est un point sur lequel Christophe Castaner a insisté tout à l'heure. Écoutez, il en a la possibilité constitutionnelle. Je crois que la vraie question, c'est une question de fond. Est-ce que l'ordonnance qu'on nous propose est de nature à guérir le mal? Le mal, c'est le chômage de longue durée. Et c'est la question, au fond, de la flexisécurité, de la flexibilité. En même temps, vous voyez, je parle comme Emmanuel Macron, la sécurité. Donc il faut qu'on tranche. Et le débat parlementaire aurait permis, sans doute, de trancher cette question au fond. Et donc vous regrettez que le Parlement n'intervienne que sur l'habilitation et la ratification et qu'il n'y ait pas l'amendement sur le texte de fond? Écoutez, 30 ans de politique de dérégulation, 4 lois depuis 2013 sur le travail, sur l'allègement du code de travail, n'ont pas prouvé leur efficacité à réduire le chômage de masse. On nous dit qu'il y a trop de rigidité. Les chiffres prouvent que ce n'est pas le cas en France, qu'on n'a pas assez de souplesse quand il s'agit d'embaucher. On a un contrat, un CDD d'usage qui permet pourtant d'embaucher assez facilement. On invoque des arguments qui tiennent toujours à la flexibilité et on parle assez peu de sécurité. Et je crois que c'est dans cet équilibre-là qu'il faut aller chercher les détails. Et c'est vrai que le débat parlementaire aurait permis d'aller titiller le gouvernement sur ces questions. Les ordonnances sembleraient parler notamment du contrat de projet, ce CDI qui est lié à un projet qui existe notamment aujourd'hui dans le BTP. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose? Voir plus haut, je pense que ce n'est pas forcément la solution. Quand on voit des entreprises dans nos territoires, sur le terrain, les chefs d'entreprise nous disent « moi je veux embaucher des gens formés, je peine à embaucher, il faut que mon carnet de commandes soit plein ». Moi je pense qu'il faut aussi regarder du côté des politiques d'austérité qui affaiblissent la relance de la croissance, la demande intérieure. Et c'est aussi du côté européen qu'il faut aller se battre. On peut aller se battre sur les travailleurs détachés, on peut aller se battre sur la concurrence avec d'autres empires économiques. Et c'est de ce côté-là qu'on peut aller chercher de la croissance, de l'emploi, davantage que du côté du sempiternel Code du travail. Ça me paraît être un mauvais débat. Sur cette réforme, le gouvernement veut aller vite, mais il a mis tout de même les formes avec les syndicats. Est-ce que vous êtes étonné par ce que dit Jean-Claude Mailly ce matin dans son entretien au Monde lorsqu'il dit que la concertation va dans le bon sens? Non, tant mieux si la concertation va dans le bon sens. Le débat politique, c'est pas s'opposer bêtement, radicalement, c'est faire avancer des idées. Donc si ça va dans le bon sens pour les syndicats, tant mieux. Il y a le temps du dialogue social, il y a le temps du travail parlementaire. Moi, je suis dans le travail parlementaire. Et vous, dans le travail parlementaire, est-ce que vous pensez que, quoi qu'il arrive, vous ne voterez pas ces ordonnances? En tout cas, je vais attendre de voir le texte lui-même et puis j'exprimerai, si j'en ai la possibilité, parce que c'est aussi la difficulté de ce mode de débat, si j'en ai la possibilité, j'exprimerai mes attentes sur plus de protection, plus de sécurité. Merci beaucoup, Jérôme Durain, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Tam, pour cette réaction sénatoriale. Christophe Castaner l'a rappelé, il a glissé cette petite phrase dans son point presse. Cette réforme, elle a été validée par 2 fois par le suffrage universel, à la présidentielle, aux législatives, où La République En Marche a obtenu une majorité large. Est-ce que ça, c'est une manière pour le porte-parole du gouvernement de calmer tout ce qui pourrait être contestation syndicale, contestation sociale, et de dire, eh bien, nous avons la légitimité des urnes, la légitimité des Français? C'est incontestablement un argument de poids et qui a déjà son effet. On voit bien que les syndicats n'abordent pas la période de la même manière que la loi El Khomri. Le rapport de force n'est plus le même. C'est donc un argument majeur, y compris sur la procédure de l'ordonnance. Mais la question de fond, c'est que dans l'opinion publique, les priorités, les questions qui animent et travaillent en profondeur et dans la durée l'opinion publique, c'est la question du chômage, de la précarité et la question aussi dont on parle peu, alors qu'à mon avis, c'est très important, de la qualité de vie au travail maintenant dans les entreprises et du management. Et ça, c'est un élément fort du travail et dont le législateur pourra se saisir sans doute. C'est-à-dire que
pour vous, c'était le bon moment pour faire cette réforme? Les Français sont conscients qu'il faut faire des réformes. La campagne, ça a quand même animé la campagne. Et de ce point de vue, Emmanuel Macron s'est positionné, ça a été entendu, audible. Donc là, il est clair qu'il y a une légitimité à faire cette réforme, même si, rappelons-nous toujours, on peut voter pour un président et un projet, et puis sur un texte ou sur des mesures, l'opinion peut se révéler être en désaccord, parce qu'il y aura quand même un débat, même si le Parlement est en retrait. Il y a la concertation avec les syndicats. Bon, alors ça se fait aussi à une période dont on sait que, eh bien, elle est favorable, on va dire, à l'avancée de certains textes, parce que l'opinion est un peu en vacances, on va dire. Est-ce que vous êtes étonné, Antoine Lyon-Caen, par l'attitude des syndicats? C'est vrai qu'il y a très peu de contestation de leur part. Ils ne contestent même plus le fait que cette réforme se fasse par ordonnance. Et puis, le dialogue, les concertations semblent bien se passer entre les syndicats et le gouvernement. Je pense qu'on a un pouvoir politique qui a une véritable autorité, une autorité qui a été vraiment réhabilitée par l'élection, par le long processus que nous avons tous vécu. Et je pense que les organisations syndicales, pour la plupart, en ont pleinement conscience. Donc elles savent que ça ne veut rien dire dans l'opinion que de prendre de front ce gouvernement parfaitement légitime, porteur d'un projet dont le président de la République a été plutôt le porteur et qui était assez explicite. Donc ce qu'elles font, c'est plutôt négocier sur le contenu de ce qu'est le projet de réforme, ce qui est au fond le rôle des organisations syndicales dans le processus d'aller-retour entre un gouvernement et elles-mêmes. Ce qu'on peut peut-être noter aussi, c'est que les organisations syndicales, en tout cas pour une partie d'entre elles, n'entendent pas se mettre hors jeu dès le début du quinquennat. C'est aussi une course de long cours, hein. C'est-à-dire qu'elles ont plus à perdre qu'à gagner, entamer un bras de fer avec le gouvernement sur cette réforme? L'expérience du dernier quinquennat est présente dans toutes les organisations. Hein. Savoir si à se mettre sur la touche très vite, on gagne quelque chose. Est-ce qu'il vaut mieux être dedans ou dehors, cette sorte de lieu de discussion, de concertation? Je pense que pour certaines d'entre elles, la réponse est claire. Il vaut mieux être le plus longtemps possible dedans. C'est une forme de sagesse sociale que je crois et qui me paraît, moi, pleinement justifiée. Mais... C'est aussi votre avis, Jean-Luc Gonvaux? Je pense quand même, j'entendais ce matin le patron de Croissance Plus. Et il disait, le gouvernement ne reculera pas. Je vois pas. D'abord, je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire par reculer, parce qu'on ne connaît pas exactement ce qu'il veut faire. Donc, dans son esprit, c'est que l'aspect libéralisation, liberté de l'entreprise, etc., va passer. La question est de savoir, est-ce que le gouvernement a besoin de la signature de tous les syndicats? Je pense que non. Est-ce que ça serait pour lui un énorme problème qu'il n'y en ait aucune? Est-ce qu'on peut envisager cela? La CFDT, par exemple, la deuxième réforme des retraites, elle ne l'a pas votée. Elle ne l'a pas signée, alors qu'elle a co-signé la première réforme de M. Fillon, mais la seconde, celle mise en place par M. Sarkozy, elle ne l'a pas avalisée. Est-ce que maintenant... Vous remarquez que la CGT, ce matin, a dit qu'il y aurait une journée d'action, je crois, le 12 septembre. Donc, comme si elle connaissait déjà sa position à elle. Oui. Elle est un peu seule, d'ailleurs, sur cette position. J'ai bien dit la CGT, qu'il y aurait une journée d'action, ne n'est pas. Comme si elle connaissait le contenu de ces lois, qu'elle ne connaît évidemment pas. D'ailleurs, elle reproche au gouvernement dans les discussions de ne pas mettre les cartes véritablement sur table. Donc, il y a un a priori défavorable. Est-ce que pour la CGT, une telle opposition d'entrée de jeu sera payante? Je ne le crois pas. Je ne pense pas que ça sera quelque chose de payant pour elle, mais c'est tout à fait son affaire. Mais c'est déjà un coin dans le mouvement syndical qui est enfoncé à travers cette décision en solitaire pour une manifestation, une journée d'action contre un texte dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Jean-Philippe de Rouzières. Oui, je partage globalement ce qui a été dit en conclusion. Simplement, tempérer un point dont a parfaitement conscience l'exécutif, c'est qu'effectivement, ils ont une légitimité. Ils ont annoncé dans la campagne électorale, dans les deux campagnes électorales. Mais il ne faut pas oublier non plus les circonstances dans lesquelles ils ont obtenu le pouvoir.
Emmanuel Macron se retrouve face à Marine Le Pen et il y a moins d'un Français sur deux qui est allé voter aux législatives. Donc tout cela tempère un tout petit peu la légitimité, peut-être moins celle du président que celle des parlementaires et donc de la majorité, mais néanmoins c'est bien là. Et comme je le disais, je pense que l'exécutif, président de la République en tête et le gouvernement en ont pleinement conscience. Si bien qu'ils ne vont pas faire cette réforme, certes annoncée, avec arrogance, impertinence et autoritarisme. Ils ont décidé, et c'est politiquement sage, en plus d'être extrêmement bienvenu, d'associer les formations syndicales au dialogue et à l'élaboration de la réforme. Du côté de ces formations syndicales, bien, il y a l'acceptation d'être dans cette stratégie, effectivement de ne pas se mettre dès le début du quinquennat en confrontation directe. Ils ont bien vu là qu'il y avait une ouverture, qu'il y avait une attente des électeurs et des Français, et que donc celui qui conteste à l'aveugle sans même connaître véritablement le fond du dossier va se placer un petit peu en dehors de toute négociation. Et donc ils verront presque sur pièce et surtout et sur place lorsque les ordonnances vont sortir. Le 12 septembre, effectivement, le contenu sera un petit peu plus connu. Peut-être qu'il y aura d'autres formations qui vont s'agréger. La présentation au Conseil des ministres, la deuxième doit avoir lieu le 20 septembre. Voilà, ou au contraire, elles satisferont la plupart des formations syndicales et ce 12 septembre va faire un flop et tout le monde y sera gagnant. Ils ne pas, parce qu'ils ne vont pas s'aligner comme ça sur la CGT. Justement, elle prend un risque énorme d'être toute seule. C'est-à-dire qu'elle aurait pu dire, on va se consulter entre nous. Le risque est présent. Et là, et à mon avis, elle joue contre son camp. C'est terminé, je suis désolée. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous ce matin pour suivre cette présentation du projet de loi d'habilitation en Conseil des ministres. Pour en savoir plus sur la réforme des ordonnances, le recours aux ordonnances, je vous invite à lire l'article de Yann Carcia sur notre site internet publicsénat.fr. On reparle de cette réforme du travail dans Politique 360 à 18h avec Delphine Girard. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne journée sur Public Sénat.